Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 nations à suivre pour la Coupe du Monde. Des nations qui seront pas forcément des surprises, mais des nations qui pourraient jouer les troubles fêtes au sein de leur groupe. La Coupe du Monde c'est dans 3 jours et là je suis super content que ça commence. Trop de hâte d'être devant ma télé à 21 h sur M6 ou sur Beansport, ça dépend où vous regardez, où je vais regarder, je ne sais pas encore. Ce Mexique-Afrique du Sud pour lancer ce tournoi de plus d'un mois, un mois et une semaine environ. Et là, aujourd'hui, c'est 3 nations que je vais analyser qui sont pas sur le même continent, pas dans le même groupe, et c'est des nations auxquelles on s'attend pas quand on dit des nations sous-cotées surprises. C'est 3 nations qui ont participé aux dernières Coupes du Monde en n'en manquant aucune, et c'est des nations que personne ne parle. On parle beaucoup de la Norvège, du Maroc, mais les nations que je vais vous présenter, eh ben pourquoi pas que ça soit eux la surprise de cette Coupe du Monde. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter, ça fait super plaisir. Ça aide énormément au développement de la chaîne et moi je suis super content quand je vois un nouveau commentaire, un nouvel abonné ou encore un nouveau like, etc. N'hésite pas à rejoindre également mes réseaux qui sont dans la description. Et pour l'heure, nous sommes partis pour 3 nations à suivre. Le premier pays que j'ai décidé de sélectionner pour ce concept, c'est l'Australie. Alors c'est peut-être une des nations la moins considérable dans le terme nation à suivre, puisqu'en réalité l'Australie reste un pays, on va dire, majoritairement peu représenté dans l'imagerie collective du foot. On a souvent tendance à les associer à une petite équipe de la Coupe du Monde. Mais maintenant que c'est une Coupe du Monde avec 48 pays, est-ce que l'Australie a peut-être quelque chose de plus à jouer par rapport aux dernières éditions? Et quand on regarde à ces dernières éditions, eh ben c'est super intéressant. Puisqu'en réalité, l'Australie a participé aux 6 dernières Coupes du Monde sans faire des performances dignes de ce nom, à part en 2006 où ils font huitième de finale et en 2022. Donc 2 huitièmes de finale en 6 éditions, ce qui est pas mal. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en 2006, l'Australie perd 1-0 contre l'Italie suite à un penalty de Francisco Totti à la 95e. Et en 2022, l'Australie perd contre l'Argentine. 2 nations qui vont aller au bout du tournoi et la remporter face à l'équipe de France. Donc c'est assez marrant de voir que finalement l'Australie n'ont pas forcément de chance à la Coupe du Monde, puisque tomber 2 fois contre le futur vainqueur, c'est assez dur. Par contre, en 2018, où ils finissent dernier de leur phase de poule, donc dans le groupe de la France, et en 2014 et en 2010, où ils ne font pas une bonne performance, ah, c'est assez moyen. Honnêtement, c'est assez moyen. Mais est-ce que en 2026, sur cette Coupe du Monde-là, en Amérique, ils pourraient pas arracher quelque chose de sympa? Et ben pour ça, on peut regarder leur effectif. Il est estimé à 77 millions d'euros environ. Il est assez vieux, cet effectif-là. Cette stat-là. 27,4 d'âge moyen. C'est assez âgé. Et au niveau du classement FIFA, ils sont 27e, ce qui est pas mal. 27, on va dire, sur les 48 premières nations, admettons, même s'il y a des nations qui sont pas dans le top 50, hein, je pense au Curaçao, etc. Mais 27 meilleures nations du monde pour l'Australie, c'est pas mal. Ils peuvent envisager quelque chose à cette Coupe du Monde. Et on parlait d'effectifs assez vieux, mais quand on regarde bien, en réalité, ce sont des joueurs qui vont pas forcément jouer à cette Coupe du Monde là. Pour prendre exemple, voici la composition typique de l'Australie avec Matthew Ryan dans les cages. Lui, voilà, tout le monde le connaît, je pense, hein. Quand on dit Australie, joueur actuel, on pense à Matthew Ryan. Et après, on a cette défense à 3 avec ces pistons-là et ce milieu, et on va dire ces 2 ailiers/attaquants attaquants plus le 9. C'est, on va dire, en majorité la composition que l'Australie a joué ces derniers mois. Mais là, je les ai mis plus en 3-4-3 comme vous voyez. Mais c'est plus une défense à 5. Parce que l'Australie joue énormément en bloc bas. Il laisse la possession à l'adversaire, autrement dit. Ce qui est en vrai une stratégie qui est pas super belle à voir jouer. On va en reparler après puisque j'ai regardé un match de l'Australie donc contre la Suisse et on va l'analyser en détail. Mais pour continuer avec cette équipe-là, on a ce trident défensif qui est assez intéressant avec
Alessandro Sircati, défenseur de Parme en Italie, qui a fait quasiment tous les matchs cette saison. Harry Souttar, qui a quasiment pas joué, il a été blessé toute la saison avec Leicester, mais qui a fait un très beau match contre la Suisse. Et lui, ce jeune Harrington, défenseur des Colorado Rapids en MLS, il a seulement 18 ans. Et sur cette saison régulière, il a fait déjà 15 matchs avec un but. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup cette défense à 3, notamment avec Souttar qui casse beaucoup de lignes. Et Sirkati et Harrington, qui on va dire n'ont pas fait un si gros match que ça, mais je pense que ça va le faire. J'ai également énormément de satisfaction pour également cet autre trident de l'équipe avec Nestori Irankunda. On va en parler juste après de ce joueur-là, puisque j'ai envie de consacrer un petit moment pour lui, puisqu'on n'en a pas parlé pour les joueurs à suivre. Et on a Christian Volpato aussi, qui a joué 45 minutes contre la Suisse. Et lui, c'était sa première sélection, puisqu'il est italien et naturalisé australien. Il a évolué du côté de l'Italie cette saison à Sassuolo, et a inscrit 2 buts et 4 passes D dans un rôle de joueur dans la rotation. Et il a joué à ce poste-là. Et puis on a Mohamed Touré, dont on a parlé dans la vidéo des joueurs à suivre, qui est un très bon attaquant. Maintenant, cette équipe a énormément de faiblesses, je trouve. Et de par ce milieu de terrain que je trouve très moyen, on a Irvine qui est rentré en fin de match contre la Suisse. Mais c'était surtout ce milieu avec O'Neil et Ocon que j'ai pas aimé. Beaucoup de pertes de balles. C'était assez laborieux, on va dire. Ils se sont fait un peu manger par le milieu de terrain suisse. Sinon, on a également Ajdin Rustic. Un but, 6 passes D pour lui en championnat cette saison avec Heracles aux Pays-Bas. Donc plutôt bonne saison. Je comprends pas puisqu'il n'a pas joué là. Il est seulement rentré la fois passée contre le Mexique lors d'une défaite 1-0. Après, on a Devlin qui joue en Écosse. Mais lui, je n'ai pas forcément d'avis. Et l'autre point qui me fait vraiment peur, c'est ces pistons-là. Italiano et Jordan Boss. Alors pour le coup, lui, Jordan Boss, je l'ai quasiment pas vu jouer puisqu'il est rentré seulement en deuxième période, ou on va dire dans un moment où l'Australie a un peu arrêté de jouer, donc assez dur de le juger. Donc lui, il a fait plutôt bonne saison du côté du Feyenoord. Par contre, c'était Beich et Trewin, donc les pistons latéraux remplaçants. Et c'était une catastrophe. Ça a été une catastrophe surtout pour Trewin, où sur ce premier but suisse, super passe de Granit Xhaka vers Dan Endoy. Et là, il est là, Trewin. Il se fait complètement avaler par l'appel de Dan Endoy. Et là, du coup, Sirkati ne suit pas. Et puis là, on va voir que du coup, la défense va clairement faire n'importe quoi. Puisqu'ils vont se retrouver là. Eux ont suivi, mais pas eux. Donc, Souttar, j'avais dit qu'il a fait un bon match. Dans la relance, oui, défensivement. Alors, au niveau des duels aériens, il est présent. Mais en tout cas, sur cette action-là, il s'est fait un petit peu manger. Là, c'est Harrington, du coup. Il est assez grand, 18 ans. Il essaye de bien revenir, mais il n'y arrive pas. Et là, du coup, c'est Beich qui est complètement à la ramasse aussi. Ce milieu de terrain-là, euh, alors, je vois pas où est l'autre. Euh, Parce que là, c'est Yengi l'attaquant. Ouais, il doit être là. Donc, les deux milieux doivent être là. Pareil, ils ne suivent pas. Et là, on a Nestori Rankunda qui est un cran plus bas que ces deux autres compères. Donc, du coup, cette Australie-là, moi, elle m'intéresse énormément, mais elle me fait aussi peur par justement cette défense-là. Maintenant, étant donné que l'Australie est un jeu en bloc bas, elle doit forcément utiliser à un moment donné des contres et utiliser la profondeur. Et là, c'est là que Touré a un rôle à jouer, puisque quand il est rentré, j'ai trouvé qu'il a apporté plus que Yengi. Alors, Yengi a marqué, mais genre j'ai vraiment pas aimé sa performance. Il est grand, il joue au Japon, c'est un espèce de pivot, mais qui remet pas des bons ballons. Mais il est pas si lent que ça. Donc lui, en tant que super sub à la fin de match pour peser dans la défense, ça peut être assez intéressant. Euh, mais dans l'idée, c'est plutôt Touré, donc le joueur de Norwich qui va jouer. Et c'est là où du coup Nestori Irankunda a quelque chose à jouer. Du coup, l'ailier de Watford avec 4 buts et 4 passes D cette saison en Championship, et ben il a fait un excellent match. Moi j'ai trouvé que ça a été le meilleur Australien de très très loin.
qui se joue peut-être avec Soutar qui a fait un bon match en vrai. Mais Irankunda, il est très rapide, il est à l'aise avec le ballon, il a une espèce de poussée de balle assez particulière. Il a surtout un centre de gravité assez bas. Et il me fait penser un peu à Vinicius, aussi par le côté provocateur qu'il a. Je me souviens d'une action où il y a un Australien, donc il me semble que c'est un des milieux de terrain là, qui fait faute sur Granit Xhaka. Et lui vient faire une petite passe sur les fesses de Granit Xhaka. Donc c'était assez marrant à voir. Bon, il a pris jeune pour ça, c'est un petit peu ridicule. Mais c'est un peu ce joueur aussi provocateur euh, dans le jeu, tout dans la personnalité. Et il a fait également une action qui m'a interpellé à un moment. Il a fait une super frappe qui oblige Kobel à sortir un super barré. Bon, c'était un peu sur lui en réalité. Mais si cette frappe-là, elle finit au fond, c'est un excellent but. Et s'il met ça à la Coupe du Monde, bah, les gens vont forcément être choqués. Et moi, du coup, j'ai une question à poser par rapport à Nestori Irankunda, qui est juste là, qui avait gagné ce petit trophée par rapport au FIFA Series. Donc, je crois que c'était le match où ils ont explosé Curaçao 5-1. Il avait marqué dans ce match-là. La question que je me pose, c'est est-ce que Nestori Irankunda pourrait être le One Hit Wonder de la compétition? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le One Hit Wonder, c'est un joueur qui explose lors d'un tournoi de Coupe du Monde, mais qui après se perd un petit peu. Pour vous faire un exemple, c'est un peu le cas de Ritsu Doan lors de la dernière Coupe du Monde, où c'était un peu ce joueur révélation que personne ne connaissait, et il a explosé en marquant ce but contre l'Allemagne. Mais il y a également James Rodriguez, Coupe du Monde 2014. Alors lui, c'est un peu différent parce qu'il a percé par la suite au Real Madrid, etc. Mais du coup, je me demande si Nestori Irankunda ne pourrait pas être ce joueur One Hit Wonder où le grand public le découvert. En tout cas, voilà, moi je mise une pièce sur lui et c'est pour ça que l'Australie est aussi à suivre. Voilà du coup le groupe pour l'Australie à cette Coupe du Monde. Et je vais pas forcément vous donner mon pronostic, ça je vous le réserve pour la vidéo concernée qui arrive mercredi normalement, donc un jour avant le tournoi comme c'était prévu. Moi plutôt quand même analyser rapidement leur groupe et voir si est-ce que l'Australie aurait moyen de faire quelque chose. Il commence du coup par la Turquie, le plus gros morceau je pense de ce groupe en vrai. Bon, à des heures assez tardives comme vous le voyez, gros match en vue, très gros match. Pas sûr que l'Australie arriverait à aller chercher un résultat contre cette Turquie. Même si ils ont fait nul contre la Suisse. Et la Suisse, ça reste dans l'esprit de la Turquie. On va en parler de la Suisse, vous allez voir. Je vous spoil déjà. Deuxième match contre les États-Unis. Et le dernier contre le Paraguay, peut-être Paraguay le plus accessible. Mais moi, ma grosse question, c'est pas est-ce qu'ils vont se qualifier. C'est est-ce qu'ils peuvent aller chercher les États-Unis. Ça peut. Donc, j'ai hâte de voir ça. Surtout ce match-là, parce que pour moi, il va être déterminant. Là, je vois pas forcément de match en vue. Et contre le Paraguay, c'est un peu plus équilibré, mais ils peuvent largement le faire. Et s'ils gagnent, pardon, s'ils se qualifient, eh ben, on retrouverait du coup euh, l'Australie en tant que meilleur troisième, théoriquement parlant. Et si c'est troisième, ben là, pour le coup, on sait pas forcément. Mais on est sûr qu'ils taperont un premier. Je regarde, normalement, ils tapent forcément un premier. Donc, ouais, c'est. Oh, my bad. Donc, ouais, ça paraît un petit peu chaud en vrai si l'Australie finit troisième. Admettons, je sais pas, allez, je prends le premier que je vois là, tac. Si l'Australie finit là, 1E, c'est le groupe de l'Allemagne. Aucune chance qu'ils gagnent, alors on sait pas, mais aucune chance pour moi. Ou même 1I, ça pourrait être l'équipe de France. Donc, je pense qu'en vrai, l'Australie, s'ils finissent troisième, je les vois mal aller jusqu'en huitième. Si l'Australie va en huitième, c'est un exploit. Maintenant, si l'Australie finit deuxième, donc deuxième de ce groupe D, donc juste ici, eh ben c'est super intéressant, puisqu'il tomberait contre le deuxième du G. Et alors là, c'est un super tirage, parce que le groupe G, c'est le groupe Belgique, Égypte, Iran et Nouvelle-Zélande. Donc, dans une certaine logique, on peut estimer une Égypte, pardon. Et là, c'est excellent. Parce que l'Australie contre l'Égypte, de ce que j'ai vu et de ce qu'on a dit précédemment, je trouve que l'Égypte n'est pas une nation exceptionnelle. Bon, on en reparlera dans la vidéo pronostic.
Mais en tout cas, ils ont carrément leur chance de passer en huitième. Et en huitième, ce serait potentiellement contre un J. Euh, donc ouais, là c'est un petit peu plus compliqué parce que un J, bah, c'est l'Argentine. Ouais. Donc l'Argentine, ça me semble un peu mort, ça ferait un remake. Mais en tout cas, ouais, si l'Australie finit deuxième de leur groupe, eh ben, ils ont clairement leur chance d'aller en huitième. Et pour moi, ça serait déjà une belle surprise qu'ils aillent en huitième au vu de leur effectif. Et même au vu de leur groupe que certains considèrent comme un des pires. Mais en réalité, Turquie, États-Unis, Australie, moi je trouve ça assez serré. Et je trouve ça assez bien en réalité en termes de football. C'est pas comme le groupe A où il y a beaucoup de nations sur le déclin. Là, je trouve que ce groupe D, il est assez intéressant parce qu'il évoque la jeunesse, notamment avec la Turquie et aussi les États-Unis, bien qu'on ait dit que la moyenne d'âge c'est 27,4. Parce qu'il y a quand même Iran Kounda, Mohamed Touré, Harrington qui sont des très jeunes prospects en devenir. Donc voilà pour l'Australie, on va passer maintenant à la deuxième nation. Ensuite, la deuxième nation que j'ai sélectionnée, et là je suis un peu plus convaincu que l'Australie quand même pour que cette nation aille plus loin. C'est la Suisse. Bon, je l'ai spoilé il y a quelques minutes. Je vais essayer d'être plus rapide sur l'Australie parce que bon, on a l'impression que je suis fan de l'Australie. C'est bon, c'est pas parce que la chaîne elle s'appelle Kewell que je suis forcément fan de l'Australie et c'est pas pour ça que je les ai pris non plus. Mais bon, du coup la Suisse, j'ai énormément hésité avec le Japon. Mais en fait le Japon ça rentrait pas dans cette catégorie-là. Pour moi le Japon c'était un peu un cran au-dessus des équipes à suivre entre guillemets parce que tout le monde sait qu'il faut suivre le Japon depuis 2018 déjà. Donc la Suisse, c'est une histoire d'amour à la Coupe du Monde parce qu'ils ont participé aux 5 dernières. Donc plus celle-là, ça fait 6. On va pas remonter avant, mais ils ont quand même plus de participation que l'Australie. Et je dis que c'est une histoire d'amour, mais qui mériterait d'être prolongée parce que sur les 5 éditions qu'ils ont jouées, ils ont fait 4 fois huitième de finale. Donc c'est quand même pas mal, 4 huitièmes de finale sans passer. Vous imaginez la frustration? Ça fait un peu penser au Mexique et cette malédiction des huitièmes de finale où ils perdent tout le temps. Euh, et ben là, la Suisse, est-ce qu'ils peuvent aller en quart? Sachant qu'il y a un tour en plus. Et oui, c'est tout l'enjeu de cette Coupe du Monde. Moi, je trouve que en rajoutant plus de pays, on a augmenté la difficulté. Parce qu'un tour en plus pour des nations comme la Suisse, comme l'Australie ou même comme le Mexique, par exemple, ça change tout. Pour les plus grosses nations, en réalité, vu qu'ils tombent contre souvent des troisièmes ou des deuxièmes qui sont pas franchement convaincants, ça revient un peu au même. Mais pour les équipes type outsider, c'est très très dur. Et donc, celui qui va faire la surprise cette année, certains parlent de Norvège, Japon, Maroc, tout ça, je les ai pas mis dans cette vidéo-là, mais ils sont clairement à suivre. Et bah franchement, ce sera un excellent tournoi, encore plus que les surprises précédentes. Donc vous imaginez si une nation outsider fait demi-finale, ça pourrait être énorme. La Suisse est plus vieille que l'Australie avec 28,3 d'âge moyen. Ils sont 19e au classement FIFA, ce qui est pas si énorme pour une nation qui participe tout le temps à la Coupe du Monde. Mais ça les place parmi les 19 meilleures nations, sachant que c'est 32 nations qualifiées en 16e, donc ils devraient y être. Au niveau de l'effectif, eh ben, c'est un effectif qui est assez mélangé. Il y a des profils particuliers et assez durs à analyser, je vous avoue. Euh, cette équipe joue également dans ce système à 3 défenseurs avec des pistons, etc. Mais là, je vais être face à une énorme difficulté. C'est que le match contre l'Australie, ils ont sans cesse changé de position. Et c'est un peu comme ça qu'ils ont euh, déboussolé un petit peu l'Australie. Mais la Suisse a un jeu déséquilibré, mais positif. C'est assez particulier à dire. Mais cette Suisse-là a de grosses certitudes par rapport à l'Australie. Wow, excusez-moi, cette certitude, elle se place notamment en Grégor Kobel, qui est un top gardien qui a fait un excellent arrêt, notamment sur la frappe d'Irankunda, il n'y a pas eu tant de taf que ça. Cette certitude, elle passe aussi par Granit Xhaka au milieu de terrain, qui a fait un excellent match, comme on l'a vu, là, cette passe pour aller trouver Ndoye. Ouais, c'était pas mal. Ndoye était plus placé en tant que ailier parce qu'il jouait un peu dans un 4-4-2 contre l'Australie. Mais de manière générale, la Suisse évolue dans cette formation-là.
Euh, Ensuite, on peut parler de Johan Manzambi. On l'a déjà évoqué dans cette vidéo des joueurs à suivre, mais il est excellent. Il est super fort puisqu'il commence le match ici, dans ces eaux-là. Il se déporte sur l'aile gauche. Il passe en tant que 10 et il va se loger sur son côté droit, on va dire, jusqu'à la fin de la première période et le début de la deuxième. Et j'étais super surpris de son profil, mais c'est un peu ce que j'avais dit, puisque c'est un joueur qui est 6, 8, 10 et même ailier. C'est-à-dire qu'il est tellement polyvalent que je sais pas encore aujourd'hui c'est quel poste qu'il occupe. C'est un peu comme Dembélé avec ses pieds, ben lui c'est pareil mais pour les postes. Mais en tout cas il est excellent, il crée beaucoup de décalage. Balle au pied, il est assez intéressant aussi. Il a cette petite pointe de vitesse, cette puissance, une bonne qualité de passe. Je pense qu'on parlait de One Hit Wonder. Je pense pas que Manzambi pardon, s'inscrit dans ces eaux-là parce que je pense que lui va faire une vraie carrière après. Ça parle de lui au PSG, j'ai vu. Ben franchement, ça serait top pour le club et même pour lui pour avoir une exposition aussi si jamais la Suisse ne va pas loin et si jamais il n'arrive pas à faire un bon tournoi. Mais ouais, Manzambi c'est plus qu'un joueur à suivre. Pour moi, dans cette équipe suisse, c'est peut-être même un des joueurs à suivre du tournoi. Euh, Maintenant, je vais nuancer parce que pour chaque équipe, si bien on peut nuancer, il n'y a aucune équipe parfaite à cette Coupe du Monde. La France, c'est très 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 loin d'être parfait. L'Espagne, c'est la même chose. Donc on est obligé de nuancer. Sinon, dans ce cas-là, je dis que la Suisse gagne la Coupe du Monde, mais ça n'a pas de sens en réalité. Euh, mais cette équipe suisse, moi, elle m'a inquiété ici, en défense. C'était pas Zakaria, mais c'était Akanji qui a fait énormément de fautes. Il prend jaune assez tôt dans le match. Et Elvedi qui a pas été exceptionnel. Il y avait également Ricardo Rodriguez. Et c'était plus défense à 4 avec Widmer qui a joué en latéral droit. C'était assez compliqué. L'Australie n'a pas été très dangereux, comme on l'a dit. Bah, c'est la Suisse qui a eu la possession et l'Australie joue en contre. Mais pour le peu de contre que l'Australie ont eu, et ben ça a fini but. Donc là, on part de ce long ballon. Il est juste ici d'ailleurs. De la gauche pour aller chercher. Ah, attendez, le ballon n'est pas là. Enfin, je sais pas où il est d'ailleurs sur les matchs, c'est assez dur à voir. Il n'y a pas. En fait, ça dépend de où est le ballon, s'il est derrière le trait rouge ou pas. Mais en gros, ça n'a pas été signalé hors jeu. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir. Cette action-là, c'est difficile à voir selon le ballon, mais vu que le départ est là, ils sont pas forcément hors jeu. Enfin, je sais pas comment ils ont arbitré ça si bien il n'y avait pas de VAR. Donc, moi, je pense que on peut revoir parce que, pareil, j'ai pas revu tous les angles également. C'est assez compliqué euh, dans ça. Mais on a ces quatre joueurs-là qui sont complètement à la ramasse. Et là, il y a Widmer, a priori, 55e. Pas sûr qu'il était encore sur le terrain. Ouais, mais bon, là c'est assez dur à voir parce que bah, ces joueurs-là n'ont forcément pas réussi à les rattraper. Mais il y a eu certaines actions comme ça où Iran Kounda partait du milieu de terrain, tapait une pointe de vitesse, et les mecs étaient obligés de faire faute parce qu'ils étaient beaucoup trop lents. Donc ça, attention, ça va pas leur poser de problème, je pense, au niveau des phases de groupe. Mais plus tard dans la compétition, ça pourrait être problématique face à des joueurs rapides. Euh, Aussi, j'ai trouvé un manque d'originalité sur la seconde période où la Suisse ont joué tellement simple et tellement basique qu'ils n'ont pas su repasser devant. Et ça passait par des centres à répétition, sans forcément réussir à trouver preneur. Ça s'explique parce qu'il n'y avait pas Brel Mbolo aussi. Ça change tout un attaquant comme lui. Et du coup, voilà, pour vous montrer un peu le but, bon, ils sont revenus juste là, mais genre beaucoup trop tard. Et lui, c'est le joueur, peut-être Elvedi du coup, qui était à droite. Metcalf fait la passe du coup à Yengi. Et ouais, même lui, il galère à la mettre alors que le but, il est totalement vide. Euh, enfin voilà, euh, pour, euh, pour un petit peu cette analyse par rapport au match de la Suisse. Mais du coup, pour un peu reparler de cette attaque, moi j'ai trouvé que du coup, il y avait un peu, enfin pas beaucoup de créativité et pas forcément de vraies solutions. Maintenant, comme on l'a dit, c'était pas forcément l'équipe type. Même l'Australie, ce n'était pas du tout l'équipe type. De toute façon, on l'a vu. Donc c'était un peu un match histoire de faire tourner et juste de prendre des automatismes au niveau des postes. Là, par exemple, ici, c'est le milieu qui va être affiché à la Coupe du Monde. Hein. Chaque affreleur, c'est assez solide. Et Bischer, là, il a joué ouais, plus en tant que meneur de jeu latéral, mais piston quand même. C'était assez particulier, comme je vous dis. Zakaria, j'ai un doute s'il est rentré, mais en tout cas, enfin, il est rentré très peu de temps.
Euh, et Vargas et Mbolo n'ont pas joué. Donc ça reste encore à voir au niveau de cette équipe suisse. Donc voilà, on va conclure du coup comme on l'a fait à la manière de l'Australie, de parler un petit peu de leur groupe et de leurs possibilités de sortie et de leur potentiel adversaire en phase finale. On va pas se cacher, j'ai limite envie de spoiler la prédiction de mercredi, mais là il y a genre aucune surprise, la Suisse devrait finir première. Ça commence contre le Qatar à 21h, ça c'est assez cool. Voilà, c'est marqué 12h, mais du coup c'est aux États-Unis. Mais chez nous c'est à 21h, donc c'est lors de la seconde, euh, la troisième, pardon, le 13 juin du coup. Ou non, c'est le 12. Bref, ça change pas, j'ai pas révisé. J'ai trop révisé l'Australie, my bad. Non, en réalité, bon, là je pense que ça va être une tolle. Franchement, le Qatar, ouais, c'est très compliqué. En deuxième journée, ça va affronter la Bosnie. Peut-être match plus dur vu que c'est deux pays européens, j'allais dire des clubs et non des pays. On est passé en sélection et il est temps de se réveiller. Et du coup, avec une conclusion potentiellement inutile contre le Canada. Euh, donc la Suisse, si jamais la Suisse finit première de leur groupe, ce qui a de fortes chances d'arriver, il finirait première. Première, oui, on l'a déjà dit, donc contre un troisième. Donc de E, F, J, I ou J. C'est trop dur de savoir en vrai à quoi ça peut donner. Par contre là, on sait très bien, le 1K c'est Portugal. Portugal en huitième. Compliqué. Franchement, très compliqué pour la Suisse. Vous allez voir dans cette vidéo aussi bien, même la dernière équipe n'a pas un tirage de fou. C'est vrai que je l'ai dit, il y a une hausse de niveau à la Coupe du Monde, je trouve. Donc la Suisse, niveau quart, ça me semble un peu compliqué. Et si jamais cette Suisse, elle finit deuxième, ça joue contre 2A. Et 2A, ça serait le groupe Mexique, Corée, Afrique du Sud et République tchèque. Et 1F. Et 1F, du coup, c'est. On pourrait potentiellement se dire Pays-Bas ou Japon. Et ben la Suisse, c'est peut-être plus accessible finalement de finir deuxième. Parce que euh, Portugal est un des favoris à la victoire finale. Que ce soit le Pays-Bas, le Japon ne sont pas des favoris, sont plus des outsiders dans un cran au-dessus que la Suisse. Mais dans l'espoir de se qualifier en quart, vaut mieux finir deuxième. Et en quart, on aurait le vainqueur de un E, un I, donc France-Allemagne. Là, ce serait mort. Mais franchement, si la Suisse arrive en quart de finale, grosse surprise aussi. Énorme surprise. Donc voilà, c'est tout pour la Suisse. On va donc passer à la dernière nation de cette vidéo. Allez, pour finir avec la dernière nation de cette vidéo, j'ai choisi l'Équateur qui me donne encore plus de confirmation pour être une des surprises de la Coupe du Monde que l'Australie ou encore la Suisse. L'Équateur, on peut le mettre dans cette catégorie de Norvège, etc. Mais je trouve que surtout ces derniers jours, là, à l'approche du mondial, on parle un poil moins de l'Équateur que la Norvège, etc. Et puis j'avais envie aussi de parler de l'Équateur. Alors j'ai pas de support d'analyse de match, etc. Parce que bon, j'ai pas regardé. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que niveau Coupe du Monde, bah, l'Équateur, c'est quelque chose d'assez entre guillemets récent. Puisque leur première Coupe du Monde a été en 2002, contrairement à la Suisse où ça remonte avant les années 2000. Et ben du coup, cet Équateur-là n'a pas forcément de confirmation. En Coupe du Monde, leur seule bonne perf, c'est huitième de finale en 2006. Mais oui, ici, non qualifié, non qualifié. Donc je dis que c'est une histoire récente, mais en réalité, plutôt pour leur première participation, mais c'est pas une histoire d'amour, contrairement à la Suisse, parce que même premier tour en 2022, alors très gros groupe avec les Pays-Bas, Sénégal, c'était pas facile. Et en 2014, ici, dans le groupe de l'équipe de France, si ma mémoire est bonne. Donc en vrai, cet Équateur, historiquement parlant, c'est pas une très bonne nation. C'est même très loin de là, peut-être une des pires nations de la zone CONMEBOL en Coupe du Monde, avec la Bolivie, Pérou. Mais là, tout est sur le point de changer, puisque cette équipe d'Équateur là, elle est
très très intéressante. 26 ans d'âge moyenne et 23e du classement FIFA, donc en dessous de la Suisse. Mais moi je trouve que l'Équateur est meilleur que la Suisse quand même. Euh, sur un point déjà, il est clair et net, il est là. Le point crucial où l'Équateur est meilleur que la Suisse, c'est que l'Équateur a vraiment des top joueurs mondiaux. Et là, Moïse Caicedo est en ligne de mire, forcément 100 millions d'euros pour lui. Il a baissé, mais 100 millions, ça me paraît quand même beaucoup, même si c'est un des top MDC du monde. William Pacho, forcément. Que dire? Back-to-back pour lui en Ligue des Champions. Franchement, je pense que Pacho, c'est top 3 défenseur central actuellement de la planète. On a aussi Piero Hincapié et Joël Ordonez qui sont à plus de 30 millions chacun. Et comme je dis, là où la Suisse a, on va dire, en termes d'individualité, que Manzambi, en termes de gros bons joueurs, et ben je trouve que l'Équateur en a 4. Et c'est là où tout change. Au niveau de l'équipe de l'Équateur, pareil, assez difficile de prédire comment cette équipe va jouer à la Coupe du Monde, puisque là, j'ai placé une défense à 4, mais ils ont également évolué avec une défense à 3. Donc assez compliqué de dire. Alors sur leur gardien, je connais pas du tout. Galindez, on a Vaillé et Moises Ramirez. Lui, il me dit quelque chose, je l'avais eu dans un de mes albums Panini 2022 en double, bref, je m'en souviens très bien. Sinon, on a une excellente défense avec forcément Piero Hincapié, comme on l'a dit, Pacho et Joël Ordonez. Euh, Ça fait tâche Angelo Preciado à droite, latéral slash plutôt piston au Brésil, anciennement à Prague, avec Alan Franco qui a aussi beaucoup joué ici, qui joue aussi au Brésil. Mais si jamais l'Équateur peut passer dans une défense à 3, j'imagine bien cette défense à 3 là avec Estupinan en piston gauche, parce que c'est quand même un bon joueur. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc Estupinan qui pourrait être sur son côté là. Et Preciado qui serait vraiment dans son poste idéal. Mais du coup, ça enlèverait un joueur offensif. Et c'est pas plus mal parce qu'offensivement, je trouve que l'Équateur est moins intéressante. C'est une nation qui prend très peu de buts, mais qui en met pas tant que ça. Euh, genre la dernière fois qu'ils ont mis au moins 3 buts, c'était hier soir parce qu'ils ont joué hier soir. Mais sinon, ça remonte à 2024. Et la dernière fois ils ont encaissé plus de 3 buts, ça remonte aussi à 2024. Donc 2 ans sans réellement performer offensivement, mais en performant défensivement, face à des équipes comme l'Allemagne ou la Côte d'Ivoire dans leur groupe, ça peut être un point plus que de force. Ça peut vraiment devenir un bonus à ne pas négliger et qui veut beaucoup dire. Parce que j'ai dit qu'ils étaient faibles offensivement, mais c'est pas déconnant. Parce que Nilson Angulo, ailier de Sunderland, qui a très peu joué mais qui a fait une bonne saison en Belgique, enfin une bonne première partie de saison en Belgique et après il est parti à Sunderland pour un peu plus de 15 millions, si ma mémoire est bonne également. John Yeboah, on en a parlé dans la vidéo des jours à suivre. Lui, c'est pareil. Pas un top prospect parce qu'il a 24 ans. Mais c'est un top one to watch à suivre parce qu'il peut être sympa. Euh, 10 buts et 9 passes D en championnat. Plus des buts en coupe, etc. avec Venise. C'est pas mal, même si c'était de la série B. Là, il monte en série A. Il a la Juve, l'Inter, etc. Donc des grands clubs de série A sont intéressés. Et là où j'ai moins de certitude selon de qui va être le titulaire, c'est ici en 10. J'ai mis Gonzalo Plata parce que je l'ai vu 2 à 3 fois jouer à ce poste-là, mais Plata de mémoire c'est plus un ailier. Après on a Paez également, mais qui a complètement flop à Strasbourg. Je m'attendais 100 fois mieux de lui. Donc je pense pas qu'il va beaucoup avoir 2 minutes. On a Kevin Rodriguez qui a fait une bonne saison à l'Union Saint-Gilloise, mais lui qui est plus un 9, mais qui peut jouer aussi 10. Et Alan Minda, qui était bon à un moment donné à Bruges, au Cercle Bruges, il y a quelques années, mais maintenant il joue au Brésil aussi. Donc ces remplaçants-là, en termes de nom, c'est pas mal, mais en réalité, c'est pas terrible. Et Valencia devant. Valencia qui est la belle histoire de la Coupe du Monde, puisque le premier joueur à avoir inscrit un doublé lors du tournoi précédent en 2022 avec ce pénalty et cette tête face au Qatar lors du match d'ouverture de la compétition qatari.
En doublure, on a Caicedo. Alors, c'est pas celui qu'on connaît, donc qui a évolué à la Lazio, c'est un autre. Et Arevalo, neuf de Stuttgart, qui était au Racing Santander en première partie de saison, qui a quasiment pas joué avec la une de Stuttgart. Et au milieu de terrain, il y a forcément, comme on l'a dit, Moises Caicedo. Mais là aussi, j'ai un doute concernant le titulaire. J'ai mis Denil Castillo, milieu de terrain de Midtjylland, qui a fait une saison intéressante avec des matchs en Ligue Europa et forcément des matchs dans la Ligue danoise. Il est assez grand, assez fin, assez élégant. J'aimerais bien de voir ce qu'il pourrait donner. Mais je pense plus que ce sera Pedro Vite, euh, le milieu de Unam au Mexique. Où il y a encore en vrai Anthony Valencia qui joue en Belgique et Alcivar que je connais pas. Donc voilà, en gros cette équipe d'Équateur, moi elle me hype pas forcément parce qu'il y a des top joueurs mondiaux ici et là aussi, mais parce que en somme c'est une super équipe. Et moi il y a une image qui m'est forte au dernier mondial, c'est à chaque but de l'Équateur, ils vont faire une sorte de prière au poteau de corner et c'est super sympa à voir. Et moi je kifferais sincèrement que l'Équateur gagne contre l'Allemagne et fasse cette célébration poteau de corner. Ce serait une des images fortes de ce mondial, je pense, en vrai de vrai. Et je voulais aussi rajouter un truc, euh, c'est que cette équipe d'Équateur, pour moi, elle est arrivée à un moment de, on va dire, de son histoire où tout peut changer. C'est soit ils prennent une dimension des top nations CONMEBOL en faisant des bons résultats, soit en vrai leur heure est passée, parce que Pacho, Caicedo seront toujours au top en 2030, mais je vois aucun prospect en devenir, à part Paez s'il arrive à confirmer. On va dire que le reste, c'est déjà des joueurs qui ont connu des choses et ce sont plus réellement des jeunes prospects. Peut-être Angulo, mais qui a plus de la vingtaine déjà. Mais voilà, du coup, cette équipe d'Équateur à suivre de toutes les parties de son corps, plus que les yeux, parce que franchement, moi, c'est une équipe que j'ai très hâte de voir. Donc voilà, je vous avais préparé cette petite page Transfermarkt pour vous montrer en gros les derniers matchs internationaux de l'Équateur. Donc avec cette victoire 3-0 contre le Guatemala, avec l'équipe B en plus, bon après le Guatemala avec tout le respect. Victoire 2-1 contre l'Arabie Saoudite, pareil, hein, sans les Pacho, etc. Bah forcément, hein, 31 mai, on sait où ils étaient. Incapié surtout, et du coup Pacho, pas Caicedo. Et il est pas prêt de voir la Ligue des Champions vu que Chelsea ne sont pas qualifiés. Donc ouais, victoire 2-1 contre l'Arabie Saoudite avec l'équipe B, assez intéressant. Et là, deux matchs en mars qui sont super révélateurs parce que des matchs nuls contre des équipes comme le Maroc et du coup les Pays-Bas qu'on considère comme des outsiders d'un cran au-dessus. Moi, je pense que ça montre clairement que l'Équateur peut rivaliser avec ces équipes et peut aller chercher les quarts de finale. On voit que du coup, voilà, ça a varié entre le 3-4-3 et la défense à 4. On verra au mondial ce que ça donne. Moi, je pencherais plus pour une défense à 3. Comme ça t'assure un Estupiñán qui a de l'expérience et Preciado à son bon poste. Donc voilà, on verra. Je voulais aussi, du coup, forcément, comme on l'a fait, parler de, de cette équipe d'Équateur au niveau des qualifications. Tac, 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 laissez-moi trouver. Voilà, phase à élimination directe. Euh, Ici, euh, l'Équateur est dans le groupe E. Donc s'ils finissent premier, c'est un troisième. Et France en huitième. Ce qui a très peu de chances d'arriver en réalité dans le groupe de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire et de Curaçao. Mais si jamais ils finissent deuxième devant la Côte d'Ivoire, c'est très serré. J'hésitais à mettre la Côte d'Ivoire aussi. En plus, on a regardé le match contre l'équipe de France, ça prouve des choses. Et en finissant deuxième du E, et ben c'est également ici une nation du groupe de l'équipe de France, de I. Donc
Sénégal ou Norvège. Et là c'est une horreur parce que Équateur, Norvège, celui qui arrive à pronostiquer, franchement, je lui donne une médaille. Certains diront la Norvège, mais moi, je suis pas sûr. Je suis pas si sûr qu'avec une défense comme ça, l'Équateur puisse se faire tant euh, taper que ça. Et j'irai même plus loin. Je dirais que la faiblesse de la Norvège, on va dire, c'est plus cette défense quand même. Et on a dit l'Équateur, sa faiblesse, c'est plus l'attaque. Mais je pense que la faiblesse de l'Équateur est quand même en dessous que celle de la Norvège. Genre, autrement dit, l'Équateur, avec leur attaque, a plus de chances de gagner face à cette défense norvégienne. Donc il y a peut-être même un monde où ils vont en huitième. Ça va pas être facile, c'est dommage, hein, parce que moi je les vois vraiment loin. Et en huitième, c'est un C, donc Brésil ou Maroc. Bah, vu la forme du Brésil, est-ce que l'Équateur pourrait pas aller un cran au-dessus en quart? Et en quart, ce serait donc un L ou un A. Un L, c'est Angleterre, et un A, ce serait Mexique, a priori. Euh, Franchement, j'ai du mal à les voir battre l'Angleterre, en vrai. Mais j'y crois. Moi, perso, j'y crois. Que ce soit la Norvège ou alors l'Équateur, je pense que ça peut le faire contre le Brésil. Et contre l'Angleterre, ça peut largement bien se passer également. Et pour la demi-finale, là, ça part dans des prédictions assez compliquées. Mais vu que je connais le tableau, je peux vous dire que ce sera le vainqueur de Argentine-Portugal en demi. Voilà, je pense que ça va s'arrêter là. Mais l'Équateur n'a aucune chance, en vrai de vrai, parce que leur tirage est trop dur, genre que ce soit au niveau des phases de poule et, euh, et au niveau du tableau pour une nation qui est dans le pot B, chapeau B du tirage. Moi j'y crois, moi j'y crois. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner cet Équateur-là. Et vous verrez mon pronostic final mercredi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle touche déjà à sa fin. Je rigole, c'est ironique. On a passé beaucoup de temps à parler de ces nations. Mais moi, ça me tenait vraiment à cœur. Parce que je trouve que parler des nations que personne ne met en avant, eh ben, ça fait du bien. Parce que j'avais quand même quelque chose à dire sur ces trois nations. Euh, Parce que c'est des nations qui, au-delà du fait qu'ils sont à suivre, c'est des nations qui me plaisent vraiment. Et qui, je pense, je vais entre guillemets soutenir. Après la France, bien sûr. Mais genre l'Australie, je serai à fond derrière eux, tout comme l'Équateur. Et il y a plein d'autres nations comme ça, on en reparlera sûrement mercredi, lors du pronostic. Voilà, du coup, on va faire un clap de fin à cette vidéo qui est déjà assez longue. Si t'es arrivé jusqu'ici, franchement, gros big up à toi, parce que ça veut dire que t'es passionné de foot, t'es passionné de Coupe du Monde, et que t'as envie de voir aussi un petit peu et de découvrir les nations. Euh, Mon goal ultime, ça aurait été de faire ça pour les 48 nations, c'est-à-dire de parler au moins 15 minutes par nation. Mais bon, le temps est impossible déjà. Bah là, en quelques jours, c'est genre impossible. Niveau timing, sauf si je fais nuit blanche pendant 3 jours constamment. Et après, bah, bonne chance pour regarder les matchs. Ou alors, soit je m'y prends un peu plus à l'avance. euh, mais ça aurait fait trop de temps en avance. Et la saveur Coupe du Monde n'aurait pas été là. J'y avais pensé un moment. Mais par exemple, faire des vidéos de Coupe du Monde alors qu'on est en janvier, je trouvais que ça n'avait pas forcément de sens. Donc j'ai préféré te parler des nations que je préférais le plus plutôt que d'autres nations qu'on connaît déjà assez ou des nations qu'on connaît pas mais qu'on va pas plus connaître que ça puisqu'ils vont sûrement se faire éliminer. Tandis que ces trois nations-là peuvent avoir une belle histoire en phase finale. Voilà, du coup c'était KOL7. Je te remercie encore une fois d'être arrivé jusque-là. Pense forcément à liker, à commenter, etc. À faire tout ton possible, partager aussi à tes potes ou à des gens de ta famille, etc., qui veulent en savoir plus sur la Coupe du Monde. Voilà. Donc, c'était KOL7. On se retrouve mercredi pour la vidéo pronostic et sur quelques débriefs pour les premiers matchs de la Coupe du Monde. Ciao